Bonjour. Le conseil du jour est inspiré de discussions récentes en commentaire de vidéos ayant eu trait à des corrections de début d'épreuve, en l'occurrence d'XENS, de tout début d'épreuve, ou enfin discussions en commentaire qui étaient particulièrement intéressantes, où m'est apparu ce qui me semble être une vision un peu erronée, erronée, un peu exagérée, voire parfois erronée tout simplement, de la gestion du temps, en début d'épreuve notamment. À l'approche des écrits, beaucoup d'élèves se sentent obligés de quantifier le nombre de questions qu'il faudrait réussir pour espérer être admissible, la part de l'épreuve qu'il faudrait réussir, le nombre de parties parfois, le pourcentage du total qu'il faudrait réussir à faire pour s'assurer une admissibilité, ce qui déjà est un peu vague, parce que votre admissibilité dépend bien évidemment de plusieurs épreuves. En tout cas, voilà, pour espérer avoir une bonne note. Voilà. Mais que veut dire une bonne note dans un concours ? Voilà, j'y reviens. Et pour cela, y a des préconisations comme ça qu'on s'échange, du bouche à oreille, un tel a fait ceci, j'ai lu dans tel rapport de jury de telle année qu'il fallait faire cela. Donc du coup, je vais passer, j'arrive dans le cœur du sujet, je vais passer combien de temps au maximum par question. Au bout de combien de temps est-ce que je dois passer à la question suivante ? Au-delà de la pression inutile, on pourrait se dire, tu ne fais que répondre à une pression inutile que l'élève se met, donc c'est pas au pire qu'il se la mette cette pression, à quoi sert ton objection, pourquoi est-ce que tu vas contre ça, laisse-le se mettre la pression, ça peut être que du bien, ça peut être que bénéfique pour lui. Eh bien non, parce qu'en fait le problème avec cette pression du temps, de se dire je mets un timer, hop là, au bout de 10 minutes je passe à la suivante, au bout de 15 minutes, je sais pas ce que vous voulez, 5 minutes parfois pour les plus extrêmes, eh bien le problème c'est que si ça vous incitait à passer à la suivante au bout de 10 minutes au bout de 10 minutes de réflexion où vous ne voyez vraiment rien, voilà, 10 minutes, je me contrefiche du temps, 10, 5, 15, je sais pas, ça dépend de vous, ça dépend de comment vous sentez l'épreuve, etc. Il y a plein de paramètres sur lesquels je vais revenir. Si ça ne tenait qu'à ça, si ça ne tenait qu'à dire, il y a 10 minutes où je vais pas rester inactif plus de 10 minutes, là j'ai rien, il faut que je passe. Ça peut paraître être du bon sens, en quelque sorte. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que l'histoire des 10 minutes, j'imagine difficilement, je vais être honnête avec l'avis contraire, je vais pas le caricaturer pour mieux le descendre. J'imagine que les gens qui préconisent ça vont pas dire à quelqu'un qui a trouvé la réponse, qui est en train de la rédiger, qui a 9 minutes 59 et qui va bientôt boucler la réponse, ils vont pas lui dire vas-y passe à la suivante maintenant, non, ils vont lui dire c'est pas grave, prends 2-3 minutes supplémentaires, finis ta question et passe à la suivante. Ça je l'imagine bien. Le problème c'est pas ça. Le problème c'est que si on s'est imposé 10 minutes ou 15 minutes, ce que vous voulez, eh bien ça va nous inciter pour les premières questions notamment, c'est celle où on va le plus stresser sur le reste par rapport au reste de l'épreuve, eh bien ça va nous imposer de bâcler. Alors, inconsciemment, au lieu de poser telle récurrence clairement, au lieu de revenir à la définition qu'a posé le sujet clairement, ça va de manière consciente ou non, et parfois inconsciente, nous inciter à un manque de rigueur, ou en tout cas à voir comme trivial ce qui ne l'est pas réellement. On est en début de sujet, le correcteur ne vous connaît pas, le correcteur ne sait pas de quoi vous êtes capable, même si vous êtes bon, si vous ne détaillez pas des choses qui vous paraissent évidentes, ou alors pour lesquelles vous vous forcez de penser qu'elles sont évidentes alors qu'elles ne le sont pas, CF, certaines discussions en commentaire où on me reproche de m'étaler sur... vraiment, je fais pas ça par... sincèrement, le but est que ce soit bénéfique aux élèves qui écouteraient ça, une veille d'épreuve ou autre. C'est pas vraiment par ego que je le fais, il y a toujours une part d'ego dans tout ce que font tous les gens, mais je le pense sincèrement en tout cas, que c'est pas par ego. Mais je cite cette conversation parce qu'elle était assez édifiante, où une personne, je sais pas si c'est un élève ou un prof, ou autre, en tout cas une personne me reproche la longueur d'une vidéo, une vidéo où je décortique un bout du début de l'épreuve d'une épreuve d'XENS à l'attention des premières années, donc je détaille à mort, mais je détaille ce qu'il faut détailler aussi dans la correction. Cette personne me le reproche et se rend compte, au fil de la discussion, qu'en fait elle avait mal compris l'énoncé. L'énoncé lui semblait tellement trivial qu'il allait tomber avec Roll, hop là, je cite Roll en 2 lignes et c'est plié. Et en fait non, la personne a mal lu l'énoncé et elle s'est empressée de dire comment ça se fait que tu prennes une demi-heure pour faire 2 questions, un A, un B. Donc moi ça me dérange pas, c'est rigolo, mais je veux dire, un élève, que ce soit du point de vue du conseilleur ou du payeur, ceux qui donnent des conseils aux élèves, que vous soyez élève ou non, si vous souhaitez sincèrement que les personnes qui écoutent vos conseils, qui suivent vos conseils, en tirent quelque chose de bénéfique, donnez des conseils qui profitent
aux bons élèves sérieux, et qui les appliqueraient sérieusement, et pas uniquement à la frange de la frange je sais pas moi, d'élèves excellents, qui en fait n'ont pas besoin de vos conseils, pour être honnête. Parfois il y a certains élèves où on se dit, bon bah, en fait, plutôt il y a certains conseils, pardon, je me perds, où on se dit, mais en fait, les personnes à qui je les adresse, je sais pas, moi je vais conseiller aux gens, je sais pas, je donne des conseils pour comment réussir l'épreuve d'Ulm, de maths D. Voilà, je me permettrai pas, hein, mais je veux dire, je trouverais difficilement une métrique qui me permettrait d'évaluer mon conseil. Parce qu'en fait, je l'adresse à des élèves tellement déjà. Je dis pas que tous les élèves qui vont passer le maths D sont bons en soi, mais je dis que je suis déjà dans un biais qui fait que certains élèves vont peut-être. Il y aura une sorte de biais du survivant, ou certains élèves. Enfin, plutôt un biais de l'excellent, pardon, où en fait, en réalité, voilà, les personnes qui vont suivre mes conseils auraient réussi, qu'ils les aient suivis ou non, en fait. Donc voilà, il y a aussi ce paramètre-là. Enfin, si mon conseil ne s'applique qu'à la frange de la frange, enfin, je sais pas, moi, je dis à des gens excellents, voilà, qui sont habitués à des questions ultra dures, qui les plient immédiatement, voilà, il faut pas que tu restes plus de 10 minutes à une question. Bah oui, le gars, peut-être qu'il reste jamais 10 minutes à une question, je sais pas, c'était purement théorique, voilà. Un bon élève qui travaille sérieusement, et dont on veut voir une amélioration, en tout cas une belle surprise, à qui on veut une belle admissibilité, en fait, faut se demander si nos conseils sont applicables à cet élève-là, et s'il n'y a pas un risque réel de voir cet élève bâcler des premières questions, où vraiment on incite souvent en général les gens à bien poser les choses. Je ne dis pas de m'étaler, hein. Je dis vraiment pas de s'étaler inutilement et d'être trop long, etc. C'est pas une ode à la perte de temps. Faut que vous soyez constamment en action le jour de l'épreuve. Soit vous êtes en train de réfléchir de manière active, dans votre tête ou au brouillon. Dans votre tête, vous êtes peut-être en train de faire un brainstorming de « Attends, je suis en intégration, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je peux faire une IPP ici? Est-ce que ça me paraît pertinent? Un chemin de variable? Non, pas ça. » Et on procède peut-être parfois par élimination, parfois en essayant de voir, je sais pas moi, tiens, cette série entière, souvent ça va commencer par calculer la question 1, c'est son rayon de convergence. Est-ce qu'elle est lacunaire? Autrement dit, est-ce qu'il y a un rang à partir duquel elle est non nulle ou pas? Enfin, tous les termes sont non nuls ou pas. Si c'est pas le cas, malheureusement, elle est lacunaire, je peux pas appliquer d'Alembert série entière. Vous voyez, ça dépend des filières, etc. Mais des situations comme celle-là où je suis toujours en action, en train de réfléchir soit dans ma tête ou au brouillon, soit je suis en train de rédiger un truc auquel j'ai déjà réfléchi au préalable, soit je suis en train de regarder le sujet globalement pour voir des questions suivantes ou pour voir des liens avec des questions précédentes. Je suis actif tout le temps. Enfin, je veux dire, sauf à des rares moments que j'aurais choisi pour souffler. Si je sais que je suis en train de souffler, je souffle. Ouf, ok. Je souffle une minute, je souffle, ça, y a pas de problème. Mais le côté apathique, regard vitreux et vide, où des minutes entières, des quarts d'heure passent comme ça, vous le savez, vous avez eu des sujets, vous avez eu des DS, les gens qui ont passé des concours savent de quoi je parle, je pense. Il y a des moments comme ça où il y a des moments perdus, des temps perdus qui correspondent à ça, qui correspondent à une sorte d'apathie et d'inaction. Non, au bout des 4 heures, des 6 heures, que sais-je, des 3 heures, vous devez être un peu lessivé. Comme si vous aviez pratiqué un sport intense, et bon là, vous êtes fatigué, vous êtes KO. C'est ça qui est attendu de vous. Et bien évidemment, il ne s'agit pas, il faut être pragmatique. Au bout d'un certain temps, que vous vous êtes fixé parfois, eh bien, vous passez à la question suivante, pas de souci. On n'est pas en train de dire le contraire de ça. Mais ça ne doit pas vous inciter à bâcler. Ça doit pas. En fait, toutes les préconisations que vous avez eues de vos profs, de camarades, etc., il y en a beaucoup qui sont bonnes. Mais je veux dire, il y a une différence entre tout le côté théorique et le moment venu, face à l'épreuve, le fait de respecter l'individualité de l'épreuve. C'est un peu comme si j'étais très bon dans ma manière de catégoriser les gens. Voilà, en fonction de certains paramètres, je sais que je vais m'entendre avec telle ou telle personne, moins avec une autre, comment traiter comment me comporter ou traiter tel individu, au sens largement traiter avec tel individu. Donc ça c'est dans la théorie, mais dans la pratique, voilà, j'ai tel individu en face de moi avec telle et telle caractéristique, eh bien, je vais lui reconnaître une certaine individualité qui fait que je vais quand même, ok, malgré le fait que voilà, je sache qu'il faille gérer comme ça, les gens un peu stressés, etc., je vais ajouter une grosse touche d'individualisation propre, enfin qui me permet de personnifier mon traitement de cet individu à cet individu. Voilà, c'est peut-être un peu redondant, mais pareil pour ces épreuves-là en fait. D'accord, ok, voilà, on a des théories, on pense que à peu près, je me suis prévu à peu près 10 minutes, je sais pas. Mais je sais pas, il y a des épreuves comme ça, vous avez dû en entendre parler, ou des camarades à vous, des 5 demi ou autres, qui vous ont dit, je sais pas, cette année-là, aux mines, j'avais fait que 5 questions ou 6 questions, peut-être qu'ils abusent un peu, peut-être pas parfois. Et bah pourtant, j'ai eu 12, je sais pas comment c'est possible. Et à contrario, central, j'avais fait la moitié du sujet, et pourtant, boum, 8, je comprends pas ce qui s'est passé. Je pense qu'on a tous entendu, voilà, autour de nous des situations comme ça, et je me souviens, moi, je dis dans ce sens-là, à dessein, parce que souvent c'était dans ce sens-là,
nos années à nous, entre guillemets, c'était souvent mine, beaucoup, voilà, mine, bonne surprise, centrale, mauvaise surprise. Pourquoi? Et mécaniquement, c'était assez logique, parce que centrale, il y avait beaucoup de questions, et on réussissait pas mal de questions, mais en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'on n'est pas si unique que cela, et en fait, nous autres individus sommes tributaires d'une certaine gaussienne, ou quel que soit pardon, notre positionnement dans cette gaussienne, et en fait, plus globalement, plus c'est simple pour nous, plus c'est simple pour les autres. Et plus on a traité de questions, plus voilà, la corrélation entre le nombre de questions que nous traitons et la moyenne des questions traitées est assez grande. Donc en fait, ok, d'accord, on a traité beaucoup de questions, mais les autres aussi, et comme on n'a pas forcément fait preuve de beaucoup de rigueur dans les questions que nous avons traitées, bah voilà, ça nous donne une note médiocre. A contrario, au mine, on se dit, bon, j'ai pas fait beaucoup de questions, mais en réalité les autres non plus, ça a été une catastrophe, et la bérésina pour tout le monde, mais comme t'as mieux géré un peu tes questions, etc., bah voilà, tu t'en sors un petit peu mieux. Moi, le souvenir récent que j'ai de ça, c'était pour l'agrégation externe de maths, c'était en 2020, j'y allais sans 2020, année Covid, donc one shot, écrit seulement, donc pas d'euro, une barre plus haute pour les écrits. J'y allais sans prétention, honnêtement, j'y allais entre guillemets en candidat libre, sans préparation, à part le fait de donner des cours, d'avoir donné des cours toute l'année, des cours particuliers à des prépas de différentes filières, donc j'avais quand même une bonne vision des programmes et tout, donc c'était un avantage, mais je me suis réveillé honnêtement un mois avant l'épreuve, en achetant un billet de train, en me disant attends, c'est quoi cette date? Ah oui, c'est les écrits de... Ah d'accord, ok. Et ben pendant un mois, j'ai des sujets à mort, des sujets d'écrits, des lectures de rapports du jury, etc. Eh bien, pourquoi je parle de ça? Parce que je me souviens de deux épreuves, donc analyse probabilité, pardon, et algèbre générale. J'ai oublié le nom de... je crois que c'est algèbre générale. Pardon, c'est mathématiques générales. Il y avait beaucoup d'algèbre générale, c'est pour ça que j'ai mélangé. Analyse probabilité, j'étais tombé sur un sujet avec pas mal de séries de Riemann, de la fonction de zeta de Riemann, des trucs comme ça, que j'aime bien, et où j'ai fait pas mal de choses globalement, enfin pas mal par rapport à mathématiques générales, où j'étais sorti la mort dans l'âme, enfin en rigolant, en disant, bon, j'entends les gens parler de la partie 6, de la partie 7, ou je sais pas quoi, moi j'étais à une partie et demie... Enfin, même pas, quand je dis une partie et demie, c'était les préliminaires, il y avait des longs préliminaires, et un bout de la partie 1 et quelques incartades dans partie 2. MDR, c'était mort quoi. Et mathématiques générales, si je dis pas de bêtises, je pense pas dire de bêtises, 14,5, analyse probabilité, 12,75. Je m'attendais vraiment pas, 12,75, bon, je m'étais dit, bon, c'est bien, honnêtement, c'est une bonne note, mais 14,5 mathématiques générales, jamais de la vie, quoi. J'ai dit, les gens, ils parlent de la partie 7, de la partie 6, il y a les partie 2, partie 3, partie 4, partie 5 que j'ai pas touché, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, je pense que c'est ce mécanisme-là. Ce que j'ai trouvé moi dur et ce qui m'a empêché d'avancer, a empêché beaucoup de monde d'avancer. Et ce qui a joué, c'est comment on a été rigoureux, notamment sur les premières questions. C'est aussi pour ça, pourquoi je vous parle de ça, c'est aussi pour ça, c'est ma sensibilité vis-à-vis de cela, c'est aussi le fait d'avoir vraiment vu à l'œuvre cette préconisation d'avancer dans l'épreuve de manière cohérente, ça veut dire en faisant tomber les questions une à une, sans s'acharner trop longtemps non plus, mais en les faisant tomber une à une, plutôt que de jouer au coucou, à regarder, à faire du grappillage. Et là, je m'apprête, même si l'audio commence à faire un peu long, tant pis, à vous lire un bout d'un commentaire, une réponse à un commentaire, voilà, j'ai répondu à un élève qui me posait une question là-dessus, une réponse à un commentaire ma réponse pardon à son commentaire, et un bout d'un extrait de rapport du jury qui va dans ce sens. C'est pas que j'aime me lire, mais je trouve que c'est assez pertinent, et c'est un pavé, voilà, c'est un pavé qui sera lu par peu de monde, donc autant lui donner, voilà, ce pauvre petit pavé comme ça qui est sauvé de la mare, comme ça, qui est là, qui va être écouté par une centaine, voire quelques centaines de personnes, plutôt que quelques dizaines de lecteurs. Il faut veiller à ne pas passer trop de temps à ne rien faire. Si on n'a rien de concret pour une question au bout d'un certain temps de réflexion, il vaut mieux la passer et en admettre le résultat pour la suite. Mais les questions ne sont pas égales en termes de temps nécessaire pour les faire tomber, et les barèmes sont faits pour valoriser une démarche de construction honnête plutôt que de grappillage. Dès lors, s'il y a des questions difficiles dès le début du sujet, ce qui peut arriver, il y a intérêt à les considérer sérieusement plutôt que de les bâcler et de passer sous le tapis les difficultés qu'on y aura décelées. Quitte, même en faisant preuve de rigueur, à ne les traiter qu'en partie, plutôt que de faire semblant. Donc, ce que je disais là, ce que je voulais dire, c'est que, quitte à ce que, bon, j'ai perdu pas mal, j'ai avancé lentement, j'ai traité une partie de la question de manière parfaitement rigoureuse, mais j'ai pas un bout, c'est beaucoup mieux que de faire semblant d'avoir toute la question et d'avoir bâclé un truc et d'être passé à côté d'une nuance mathématique importante dès le début du sujet, en montrant là à mon lecteur que, voilà, que je fais pas attention aux nuances, que voilà, je suis pas rigoureux, quoi. Je suis en train d'émettre un signal fort, attention, je ne suis pas rigoureux, pénalisez-moi, regardez bien dans la copie où je risque de vous douiller, parce que je risque de vous douiller, voilà.
Ok. Quitte même, je disais, à ne le traiter qu'en partie plutôt que de faire semblant. Voire à les sauter si vraiment on ne voit pas. Et alors, j'ai dit aussi qu'au bout d'un certain temps de réflexion, je suis imprécis à dessein, tout dépend de la situation, de l'importance de la question pour la suite, entre autres. Dans le cas précis des 2 premières questions de cette épreuve, je parlais de l'épreuve que je corrigeais, de la vidéo en question, 30 minutes peuvent paraître longues de prime abord, même si dans la vidéo j'ai aussi pris mon temps pour bien expliquer, mais imaginons un élève qui aura pris 10-15 minutes pour réfléchir au brouillon et trouver une piste sérieuse à rédiger, voilà, ce qui me semble pas fou, 10 autres bonnes minutes ne me semblent pas de trop pour une rédaction rigoureuse et s'assurer que l'on n'a pas douillé dans le raisonnement. Cet élève aura peut-être été un peu lent au début, mais il aura potentiellement réussi des questions doublement valorisées car utiles pour la suite et probablement sautées ou bâclées par bon nombre d'élèves. L'assurance d'être parti du bon pied sera aussi bonne pour son moral et son efficacité pour la suite de l'épreuve. Ça aussi c'est un paramètre. Après, s'il a trouvé l'idée plus rapidement ou s'il a pu la rédiger rigoureusement plus rapidement, tant mieux pour lui. Tout est question de juste mesure. Et là ensuite, je cite un extrait édifiant du rapport de jury de X Math B 2023, que j'ai posté sous d'autres commentaires aussi. Les correcteurs soulignent qu'il est préférable de s'attacher à traiter correctement plusieurs questions consécutives et parmi elles des questions plus difficiles, plutôt que d'essayer de survoler toutes les parties et de tenter de grappiller des points sur les questions les plus faciles. Le barème est établi de sorte qu'une telle stratégie est forcément vouée à l'échec. Bon, c'est des profs correcteurs Alix qui me disent ça, je les crois. Voilà. À l'opposé, je ne me dis pas non, je vais réussir à hacker le système, je suis trop intelligent pour ça et tout. Voilà. À l'opposé, passer du temps pour, par exemple, réussir à traiter correctement les questions comme la 5 et la 6C, bon, on parlait de questions en particulier, donner la clé pour réussir les questions suivantes de la partie 1 et s'assurer un nombre de points suffisant pour atteindre la barre d'admissibilité. Ok, voilà, ça c'était pour répondre à quelqu'un qui me disait non, il faut toujours 2 parties sur 4 ou que sais-je. Non. Ça dépend, là il y avait une partie sur 3, ça suffisait. Bon. Donc vous voyez, de 1 tiers à 2 quarts, c'est un demi, 1 tiers, c'est quand même une fourchette très large, pour moi il n'y a pas de règle générale, tout dépend de l'année de l'épreuve en question. Il est par contre tout à fait autorisé de sauter une question que l'on ne serait pas parvenu à résoudre, puis d'en utiliser le résultat plus tard. Il faut alors veiller à ne pas oublier de vérifier soigneusement toutes les hypothèses requises pour appliquer ces, entre guillemets, boîtes noires. Voilà, bon, le bout du rapport du jury qui me semblait pertinent. Voilà, bon, audio qui commence à faire un petit peu long, et que je vais conclure en vous renvoyant vers un autre épisode de Conseils Généraux, le numéro 5, si vous ne l'avez pas déjà écouté ou lu, parce qu'il y a un article aussi sur le site par rapport à ça, qui s'appelle tout simplement « Rien ne sert de courir, ça fait perdre les points ». Voilà. En espérant que vous ayez bien compris que, voilà, j'incitais pas, j'allais pas dans un sens extrême en disant, voilà, soyez lent, prenez tout votre temps, tout va bien, il n'y a pas d'horloge qui tourne, pas du tout. Je ne dis pas ça, mais je ne dis pas non plus, je vous dis juste, je vous incite juste à ne pas aborder vos épreuves de mathématiques en fonctionnaire du temps, en sorte de bureaucrate, voilà, 10 minutes, vous n'êtes pas en train de... Vous n'êtes pas, comment dire, des technocrates mis en place pour surveiller que le dégraissage des services publics se passe dans l'ordre. Voilà, vous n'êtes pas là pour dire non, attends, non, il faut surtout pas lui là, tel patient, bon, tel patient là, oh, non, on a dit 2 nuits, c'est fini, c'est terminé. Non, mais non, il faut adapter la situation, là, voilà, bon, là, ça nécessite un peu plus de temps, quitte à ce qu'il y ait moins de temps, une autre question, etc. Voilà. Bon, mon analogie vaut ce qu'elle vaut, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications. Bon courage à tous, voilà, je parle, le youtubeur a pris le dessus sur le conseilleur, bon courage à tous pour toutes vos épreuves, que ce soit en 2025 ou plus tard, si vous m'écoutez plus tard. J'ai parlé plutôt pour les prépas aujourd'hui, désolé pour les autres, mais bon, ça vous concerne plus ou moins aussi, enfin, dans d'autres épreuves aussi, quoique, voilà, pardon, je fais encore une digression. La différence, voilà, par exemple avec des bacheliers, c'est que au baccalauréat, voilà, il y a un barème clair normalement, il y a tel exercice sur tant de points, etc. Ce qui me permet déjà de faire une règle de 3 un peu plus précise sur le temps que je vais passer sur chaque exo. Ce que les prépas ne peuvent pas faire. Dans un concours comme ça, où ce qui va primer, vous n'avez pas le barème à l'avance, ce qui va décider du barème, ce qui va valoriser telle question, c'est peut-être que peu de gens l'ont réussi, ou la plupart des gens l'ont bâclé, etc. Voilà. Vous n'avez pas tous les paramètres, toutes les cartes en main à l'avance en termes de barème, pour pouvoir faire une stratégie basée comme ça sur le barème. A bientôt pour une nouvelle vidéo, ou un nouvel audio, je sais pas, on verra.